Est-ce que vous croyez le front militaire? Est-ce que vous croyez à une victoire possible des Ukrainiens? Ou vous dites que non, c'est une voie sans issue? Je crois qu'on est devant une sorte, et c'est toute la difficulté de ce conflit, d'équation insoluble ou difficilement soluble. D'un côté, la victoire de l'Ukraine, et nous le voyons depuis quelques semaines, est possible. Et l'admirable résistance dont fait preuve les Ukrainiens le montre. D'un autre côté, la défaite de la Russie, dans l'esprit de Vladimir Poutine, est strictement impossible. Pourquoi? Parce qu'elle s'accompagnerait de la disparition du régime qui est le sien. Or, nous savons, dans l'histoire de la Russie, depuis 100-150 ans, à chaque fois qu'il y a eu une défaite exemplaire, la Russie face au Japon, au moment de la révolution russe en 1917, nous l'avons vu en Afghanistan sanctionné avec la chute de l'Union soviétique. À chaque fois, le régime est tombé ou a souffert de graves conséquences. C'est vrai, y compris de la guerre de Crimée, qui s'est accompagnée de l'abolition du servage quelques années plus tard. Donc, c'est pour un régime russe un choc extrêmement puissant. Et dans ce contexte-là, il faut prendre en compte ces éléments-là dans le risque qu'il y a d'une escalade dans le choix des armes, et on le voit tous les jours à la télévision russe, dans l'étalage de la panoplie des moyens qui sont ceux de la Russie, avec la volonté à la fois de nous faire peur et de nous montrer qu'il y a des recours possibles, et dans l'extension, même s'ils font face à des difficultés en Ukraine qui leur laissent peut-être peu de possibilités d'étendre ce conflit, mais au moins sur certains territoires, je pense à la Transnistrie notamment, ou la Gagouasie, où ils pourraient faire un coup de force pour marquer le terrain. On est donc, et de toute façon en fait c'est le cas depuis le 24 février, mais chaque jour, chaque décision doit être sous-pesée au millimètre. Et cette semaine, j'entendais résonner des mots sur la politique de l'émotion. On raisonnerait trop dans la politique de l'émotion. Effectivement, il y aurait Boutcha et Borodianka, mais prendre des décisions au plus haut niveau ne peut pas se reposer sur cette émotion-là. Est-ce que vous partagez ça? Vous savez, je me suis toujours tenu à distance des raisonnements trop théoriques ou des idéologies en matière internationale. Il y a des débats entre l'école réaliste, et en France il est vivace, entre l'école réaliste et l'école idéaliste. Vous soulignez l'opposition qui peut exister entre la politique de l'émotion et ceux qui sont les soutiens de la raison. Je crois que la matière internationale, la discipline internationale, elle est faite des deux. On ne peut pas ignorer l'émotion des peuples, le choc qui peut exister dans les esprits à la suite de tel et tel événement. Toutes les grandes crises ont évolué à partir de la résonance dans l'opinion publique d'un certain nombre d'événements. Ce qui explique d'ailleurs à quel point la propagande, la politique de désinformation est importante dans la stratégie menée par les uns et par les autres. Donc je crois qu'il faut prendre en compte cette émotion et au maximum essayer d'organiser sa propre stratégie en l'intégrant, mais tout en ayant le maximum de cohérence et de pertinence pour être capable de convaincre l'autre. En fait, pour moi, la vraie difficulté se situe dans l'objectif que nous devons avoir. Est-ce que nous considérons que définitivement, il n'y a pas de dialogue possible avec Vladimir Poutine? Et qu'en d'autres termes, quelle que soit l'issue de la guerre, aucun dialogue ne sera possible avec lui. Ou est-ce que nous considérons qu'il faut quand même dialoguer avec Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine ne peut pas ignorer les rapports de force, et qu'il faudra donc essayer de saisir les opportunités pour faire un bout de chemin dans l'intérêt, justement, de la paix. Je prends un exemple et une référence qui, moi, m'a beaucoup frappé et beaucoup blessé. Dans la guerre en Syrie, depuis les débuts de la guerre, depuis 2011, on n'a pas cessé d'entendre un certain nombre de diplomaties, dont la diplomatie française, dire Bachar el-Assad est un boucher. Nous ne pouvons pas parler avec un boucher. Et d'ailleurs, ce boucher, ça ne sert à rien de lui parler parce qu'il va tomber demain. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Alors, on a fermé nos ambassades, on a considéré que le dialogue ne pouvait pas servir. Moi, je crois qu'en matière internationale, il faut toujours garder des canaux. Donc la voie diplomatique. Pour vous, il faut l'avoir. Il faut se mettre autour d'une table avec Vladimir Poutine. La voie diplomatique, vous savez, elle est extrêmement diverse. Ça peut être celle des services de renseignement. Mais on ne peut pas se passer, à un moment donné,
de tirer des fils et d'adresser des messages qui peuvent permettre de faire évoluer les choses. Vous entendez ceux qui disent, qui pensent, ceux qui ressentent que on ne peut pas s'asseoir autour d'une table ou discuter avec un homme qui a commis Boutcha ou Borodanka. Vous l'entendez, ça? D'ailleurs, Volodymyr Zelensky lui-même, il y a quelques jours, il ne l'a pas redit depuis, je crois, mais avait dit à chaque Boutcha, à chaque Borodanka, notre envie, notre foi en tout cas dans la négociation, ça me nuise un peu plus. Et je comprends très bien. Et c'est toute la difficulté, et c'est tout l'honneur aussi de la diplomatie. Vous savez, rappelez-vous, dans les crises successives qu'ont connues les États-Unis et les drames qui ont frappé le Vietnam, par exemple, parce qu'il y a eu des drames humains absolument terribles, des bavures, entre guillemets, des événements dramatiques aussi qui se sont déroulés. Là, on a oublié, mais Abu Ghraib, le traitement très inhumain d'un certain nombre de militaires américains. Est-ce que pour autant, il faut considérer qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler avec l'autre? Je crois qu'il faut être capable d'aller au-delà. Mais qu'est-ce qu'on appellerait une paix négociée? Et d'ailleurs, en fait, je m'arrête sur le mot paix, mais je m'arrête sur le mot négocier. Négocier, ça veut dire potentielle concession des deux parties. C'est ça aussi une négociation. Et donc, si je suis concrète, l'Ukraine devrait concéder quoi? Alors, vous posez les choses de telle façon que l'idéologie l'emporte sur la réalité. C'est pas à nous à dire aux Ukrainiens Vladimir Poutine est quelqu'un de si horrible que tout compromis ne peut pas être fait. Il y a 24 ou 48 heures, Volodymyr Zelensky, dans le cadre de Chatham House, a précisé un certain nombre de ses objectifs. Et dans ce débat, semble-t-il, le peu que j'en sache, il n'a pas exclu la possibilité de revenir à la ligne du 23 février. 23 février, oui. Le 23 février, le Donbass, une partie du Donbass est avec les républiques autoproclamées, la Crimée. Oui, mais est-ce qu'il faut pousser Volodymyr Zelensky parce que nous le soutiendrons jusqu'au bout, le pousser à faire encore davantage la guerre? Volodymyr Zelensky, c'est un chef d'État responsable. Et il ne peut pas ignorer la souffrance de son peuple. À un moment donné, je n'emploierai pas le mot compromis, mais il y a un choix qui doit être fait. Mais alors, si je pose la question... Et ce choix, il ne nous appartient pas plus qu'il n'appartient aux Américains. Nous devons aider à poser un cadre, montrer... Et c'est là où j'en reviens à la question de la négociation. Montrer au-delà de la question ukrainienne. Parce que dans le débat avec Vladimir Poutine, on parlait, est-ce qu'on a quelque chose à lui dire et à lui proposer? Il n'y a pas que l'Ukraine. Je vous rappelle qu'au tout début, dans les revendications premières de Vladimir Poutine, il y avait les questions d'architecture de sécurité en Europe, d'élargissement de l'OTAN. Mais donc on devrait avancer là-dessus avec lui? On devrait l'entendre potentiellement là-dessus, sur ces points-là? Rappelez-vous, en 1975, il y a eu les accords d'Helsinki. Les accords d'Helsinki qui avaient vocation justement de sécuriser très largement le périmètre européen. Et on avait créé des corbeilles. Dans ces corbeilles, on traitait de tout. On traitait des droits de l'homme, on traitait des questions de sécurité. Eh bien là, il s'agit de faire la même chose. Il s'agit, dans le fond, de prendre acte. Parce que qu'est-ce que révèle l'Ukraine? Bien sûr, le drame ukrainien, mais bien plus que ça. Il révèle un monde profondément déséquilibré dans son organisation, profondément impuissant dans sa capacité à réguler les problèmes du monde et d'immenses frustrations qui s'expriment. Oui, prenez les déclarations, vous voyez bien. Prenez les déclarations de Lula ou du pape François. Alors, vous voyez bien à quel point ces frustrations, ce ressentiment existent. Et je ne parle même pas de puissances comme la Chine ou des puissances africaines.